on va poursuivre avec, alors toujours dans cette thématique, mais dans un univers complètement différent, avec Tangloek, pour les enfants maigres, paru chez Passiflore. Voilà, ce livre qui est paru cette année, comme les autres d'ailleurs. Les enfants maigres chez Passiflore. Alors, Tangloek, vous êtes écrivain, critique littéraire, financier, ça n'est pas incompatible, hein, d'une mère chinoise et d'un père breton. Et votre prénom et votre nom font résonner la dualité de votre origine. Hein. Vous êtes diplômé de Panthéon-Assas, Paris 2, l'Institut d'études politiques de Paris. Et votre philosophie ambulatoire, on peut dire ça, vous a fait voyager un peu partout dans le monde et permis de vous imprégner de cultures très différentes. Je peux citer Shanghai, Hong Kong, Édimbourg, New York, pendant une dizaine d'années de vie professionnelle. Vous êtes une figure de ce qu'on appelle la French Tech de Shanghai, où après quelques allers-retours en Chine dans les années 1990 pour le compte de l'ex-Banque Indosuez, que j'ai connu naguère, vous êtes établi en 2006 après une expérience de vie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous voyez, Tangloek aime les contrastes. Alors, vous êtes fin connaisseur de la Chine et de son système financier, mais aussi de sa culture. Vous êtes le fondateur et directeur général de P2P, Protect, Tongju Bao, je ne sais pas si je prononce bien. Vous allez mieux le prononcer. Tongju Bao, c'est parfait. Voilà, Tongju Bao, de son nom local, depuis 2015. Donc, juste un petit mot sur la French Tech de Shanghai pour nous éclairer un petit peu. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les gens aujourd'hui ont envie d'utiliser les nouvelles technologies dont Xavier nous parlait à l'instant pour créer des nouveaux modes opératoires. Alors parfois c'est basé sur la technologie, parfois ça utilise simplement la technologie ou l'être humain pour construire de nouveaux modèles d'affaires pour résoudre des nouveaux problèmes. Et pour faire un lien en direction du livre, c'est d'ailleurs, ça a été mon chemin sur ce livre-là en particulier, puisque j'étais passé de la création d'une banque en Chine pour un groupe français au lancement d'une start-up que l'on peut appeler FinTech ou InsurTech, qui avait une dimension sociale forte, mais qui se basait à la fois sur des logiques financières pour construire de la protection ensemble, pour protéger ensemble. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Tongju Bao, c'est se protéger ensemble entre amis, et pour pouvoir l'appliquer à des sujets qui étaient des sujets sociaux ou sociétaux. Alors, on a commencé par travailler sur d'autres sujets bizarres, comme la protection contre le divorce, entre guillemets. Je vous expliquerai ça une autre fois, pas aujourd'hui. Mais pour arriver à un moment donné où je me suis retourné vers mes collègues et amis chinois en disant « Ok, ça, on a déjà fait. Cette autre chose sur les migrants internes chinois, on a déjà fait. Maintenant, quel est le sujet qui représente une douleur importante dans la société chinoise qui reste, que personne n'adresse? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on puisse s'intéresser maintenant ?» Et leur réponse a été « Oui, il y a vraiment quelque chose. Ce sont les enfants volés en Chine. » Alors voilà, on va y venir. Voilà, et on arrive dans le sujet de ce livre. Voilà. Et après avoir travaillé sur ce sujet pendant un moment donné, un ami m'a dit « Mais Tang, tu devrais écrire un livre là-dessus. » Et ça a été une évidence. Donc le livre est né. Je vous cite, hein, eux, ce sont les gras. Le terme désigne tant les chiens que les gardes. Nous avons pour eux le même jargon, la même haine. Certains courent à quatre pattes, d'autres sur deux jambes. C'est toujours après nous. Alors, je cite l'incipit de votre roman, qui dit déjà beaucoup de choses du sujet traité. Alors, qui sont ces enfants maigres, ces enfants volés, dont vous brossez le terrible destin? Précisons que tout ce que vous dites, c'est un roman, mais est une terrible réalité dans la Chine contemporaine. C'est ça, c'est une fiction. Et tout est authentique, voilà. Puisqu'il s'agit vraiment de ce sujet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, basé à Shanghai, mais c'est un sujet qui est celui de toute la Chine, et encore plus des régions rurales ou reculées que celui des très grandes villes comme Shanghai et Pékin, et cette disparition d'enfants. Alors, on est en Chine, et donc même les petits pourcentages font des chiffres impressionnants. Oui. On parle de milliers, de dizaines de milliers d'enfants enlevés chaque année. Combien estime-t-on? 200 000, 300 000? Voilà, quand on parle en termes de stock, le chiffre est horrible pour parler d'enfants volés, mais c'est une réalité statistique. On pense qu'il y a 200 ou 300 000 enfants qui sont dans la nature, qui ont été enlevés au fil des années, qui ont vieilli, mais qui n'ont jamais pu... Donc ils ont été enlevés à leur famille? Ils ont été enlevés à leur famille.
on leur a volé leur propre vie, puisque la plus souvent, ils n'ont même pas le souvenir de quelle était leur famille, où est-ce qu'ils sont nés, quel est leur véritable nom. Et c'est aussi ce qui fait qu'on peut vraiment parler de vies qui se sont perdues. Et donc, ils sont amenés à travailler dans des conditions assez terribles, hein, sous le joug de garde-chiourme, on peut dire ça, hein, pour fabriquer des coques de téléphone portable ou bien d'autres choses, dans le textile ou autre. Ou bien d'autres choses. En fait, ces enfants volés, ils peuvent, comme dans toute histoire de trafic, dans un trafic, parce que c'est un gigantesque trafic, en fait. Voilà, il y a une offre qui se crée par l'enlèvement des enfants à partir du moment où il y a une demande. C'est la réalité de tous les trafics. Ah oui, voilà. Et dans le cas du trafic d'enfants en Chine, il y avait deux causes principales. Une qui était l'enlèvement d'enfants pour de l'adoption illégale, par un enlèvement directement par les parents, mais par des trafiquants qui ensuite les vendaient à des familles qui souhaitaient adopter un enfant. Et la deuxième, aussi importante, qui était celle du travail illégal. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres destinations. Ça va vers la mendicité, ça va vers des choses qui sont encore plus atroces et que je ne détaille pas parce que l'adoption illégale et le travail illégal, qui est le sujet de ce livre, font les plus gros contingents. Ah oui, c'est ça. Et donc, alors si un auteur pouvait parler en connaissance de cause du destin de ses enfants, c'est vous, parce que depuis longtemps, vous vous dévouez, hein, pour leur venir en aide. Alors, de quelle manière pouvez-vous leur venir en aide? Et le faites-vous? Alors, lorsque je l'ai fait, ou lorsque nous l'avons fait avec un groupe de 20 ou 25 personnes qui m'accompagnaient, pour comprendre ce qu'on peut faire, d'abord, il faut voir de quel enfant on parle, comment ils sont enlevés et où cela. Oui, c'est ça. C'est très différent de ce qui se passait, par exemple, dans les années 70 en Italie, où les brigades rouges enlevaient des fils de milliardaires contre rançon. Ouais. Là, les gens qui sont enlevés sont des enfants de pauvres, des enfants de familles rurales. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile. Et que l'enjeu n'étant pas la rançon, on n'a pas besoin d'aller se compliquer la vie à faire des choses plus difficiles. Et la police s'y intéresse peu, peut-être. Et la deuxième chose, c'est que l'innovation technologique étant parfois la pire des choses et la meilleure des choses à la fois, dans les très grandes villes comme Shanghai, Pékin, Canton, il y a des caméras en Chine à tous les tournants de rue. Si vous prenez le métro dans Shanghai, à chaque tournant de couloir, il y a une nouvelle caméra. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on décrit très souvent parce qu'il y a une perte de l'intimité qui est dramatique. Merci à l'intelligence artificielle, d'ailleurs, qui est très utilisée. Merci. Mais néanmoins, c'est un avantage en termes de lutte contre la criminalité et il n'y a pas d'enfants qui sont enlevés à Shanghai, à Pékin, à Canton et dans quelques autres très grandes villes parce que ce serait extrêmement difficile et le risque d'être pris serait très grand. Mais est-ce que ce trafic est répandu un peu partout en Chine ou alors il y a des régions qui sont vraiment plus impactées? C'est répandu partout en Chine, mais à l'exception des très grandes villes qui en sont protégées pour ces raisons technologiques dont on a parlé. C'est des zones rurales, ce sont des villages, ce sont des gros bourgs. Alors il faut savoir qu'en Chine, un gros bourg, ça peut faire 1 million d'habitants. Oui, c'est ça. Donc les chiffres ne sont pas de... C'est pas nos petites villes de province, non. Voilà. Donc trame humain également. Et la question, c'était... Ta question, Patrick, c'est comment est-ce qu'on fait pour empêcher qu'il soit enlevé? En fait, l'enjeu, c'est dès l'instant où il y a une alerte, de pouvoir extrêmement rapidement pouvoir déclencher une enquête sur le terrain immédiatement. Parce que lorsque ces enfants sont enlevés, ils sont enlevés dans un lieu défini et ils sont tout de suite envoyés vers une autre province, à l'autre bout de la Chine. Et une fois que c'est fait, les chances de pouvoir retrouver leurs traces sont pratiquement inexistantes. Donc il faut réagir dans les heures qui suivent l'enlèvement, peut-être dans les 48 heures, mais en tout cas, passer une semaine, les chances sont infinitésimales. Parce que souvent, les enfants sont amenés très loin. Enfin, je vous cite, là, le camion est reparti vide, c'est notre destination finale. L'accent guttural des habitants ne laisse aucun doute, nous sommes dans le grand nord de la Chine. Bientôt, nous découvrirons que si le jour, le soleil cognait encore les parois du camion, les nuits sont ici glacées.
Et effectivement, ils sont complètement dépaysés, déportés. Pays continent, ils arrivent à l'autre bout. Cet enfant qui est l'un des narrateurs, on va y revenir certainement, lui on est déjà à sa 5e usine. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, on les réexpédie dans une autre usine. Depuis quel âge? Enfin, les plus jeunes ont quel âge? Alors, il peut être enlevé très tôt parce que la première destination possible, qui est l'adoption illégale, se prête assez bien à des enfants très jeunes. Ensuite, s'ils ne sont pas adoptés suffisamment tôt, les destinations changent. Donc, lorsqu'ils arrivent ce sont des enfants de 6 ans, 7 ans, soit qu'ils étaient enlevés à cet âge-là, soit qu'ils étaient enlevés plus tôt, mais qu'ils n'aient pas été vendus encore en adoption. À partir de cet âge-là, ça peut commencer à être envoyé pour certains travaux, et ça continue. Mais on les enlève rarement tard. C'est-à-dire, le narrateur, un des narrateurs de ce livre, qui est un enfant, lui a 14 ans au moment où on le prend, mais il a 14 ans, mais il a sans doute été enlevé à 7 ans, à 6 ans, 8 ans. Il ne le sait pas lui-même, mais il y a longtemps. Donc c'est un petit peu cette chaîne de temps. Et donc là, alors vous auriez pu écrire ce livre et le ranger dans le genre souvent efficace, c'est-à-dire du reportage écrit, très documenté, travaillé pendant des années peut-être. Or vous avez choisi le mode du roman. Et moi je pense que vous avez eu 1000 fois raison, parce que c'est un très beau roman, bouleversant. Il n'y a pas d'autre mot. Alors pourquoi ce choix de la fiction, justement? La fiction avec que des faits réels, nous sommes d'accord, mais la fiction. Alors, d'abord parce que, comme je suis un auteur passionné de littérature et passionné de lecture depuis ma propre enfance, c'est forcément quelque chose qui me porte. En second lieu, parce que je crois profondément en la vérité littéraire comme moyen d'exprimer la réalité de façon encore plus juste et parfois avec une force de résonance qui est plus grande que celle du reportage. Le reportage, évidemment, a totalement sa place, mais l'écriture littéraire appelle à autre chose, permet de ressentir les choses de façon différente, et donc elle peut permettre d'atteindre les lecteurs d'une façon qui est plus profonde et plus durable. Oui, c'est vrai. Et la preuve, c'est qu'effectivement, ça a eu cet impact, je trouve, bien supérieur par rapport à un simple reportage ou un récit. Et donc, mais du sort de ces milliers d'enfants violents, même centaines de milliers d'enfants enlevés chaque année en Chine, donc rappelons-le, condamnés à fabriquer dans des usines un peu inhumaines, donc des coques de smartphones ou à trimer dans des mines. On voit, il y a des passages où on voit les enfants se faufiler comme ça dans des tuyaux, dans des mines où les conditions de travail sont évidemment insupportables. Eh bien, on se rend compte que les médias occidentaux en parlent peu. Et donc, qu'est-ce qui... on se doute bien un peu de la raison, mais pourquoi profondément? Pourquoi n'aborde-t-on pas vraiment ce sujet qui est quand même un scandale assez monumental? Alors, la réalité est complexe et il y a une série de raisons. Une des premières raisons qui est propre à la réalité chinoise, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations qui n'en sortent pas si facilement que ça. C'est un sujet qui est difficile, c'est un sujet qui est douloureux, c'est un sujet qui ne présente pas bien. Donc, on peut imaginer que les autorités chinoises, enfin, vous imaginez très bien que les autorités chinoises n'entendent pas faire énormément de battage autour de ça. Alors, comme on ne le dit pas en mandarin, mais que tout le monde comprendra, c'est l'omerta. C'est-à-dire la dissimulation, et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et on revient donc à notre sujet global, voilà, la dissimulation, le mensonge. Tout à fait, c'est là qu'on se rattache au sujet global. Voilà, en sachant que le mensonge est parfois la pire des choses et parfois peut même être bienveillant. Mais ça, c'est autre chose et c'est peut-être lié à la façon dont le livre se finit pratiquement. Oui. Mais donc, première chose, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est communiquée. Et pourtant, ça a la particularité d'être un sujet qui est véritablement universel, qui est universel en Chine aussi, parce que les Chinois également aiment leurs enfants, parce que même les dirigeants du Parti communiste chinois aiment leurs enfants également, parce que ce sont des êtres humains comme chacun d'entre nous. Donc ce n'est pas un sujet qui est
totalement censuré de la même façon que certains discours en Chine sur le Xinjiang, sur le Tibet, pourraient être encore plus indicibles. Oui, oui. Dans la mesure où on ne peut pas réduire au silence un parent dont l'enfant a été volé, kidnappé. Il n'y a rien qui puisse le faire taire et il n'y a rien qui puisse légitimer le fait de le faire taire. Donc lorsqu'on est en Chine, on peut découvrir cette réalité, on peut découvrir des parents qui se réunissent dans des jardins publics avec des pancartes, la photo de leur enfant lorsqu'il a été enlevé, voilà, et en train d'essayer de se donner une chance que quelqu'un ou que ce soit voit ça et une information puisse leur donner un indice qui permette de retrouver. Donc à ces destins d'enfants brisés, à vie, bien souvent, parce qu'ensuite ils finissent mal, parce qu'ils n'ont pas eu de formation, ils ont été maltraités, etc. On peut être indifférent, comme beaucoup, ou comme vous, au contraire, eh bien, apporter le maximum de soutien, d'aide à ces enfants. Et voilà, on vous en remercie, simplement. Merci Tang Loek.